Merci de rester fidèle au programme d'Africa 7, la chaîne panafricaine. Bienvenue dans ce premier numéro de l'année 2015 de votre émission Enjeu. Nous saisissons d'ailleurs cette occasion pour vous souhaiter nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Enjeu, l'émission qui vous permet de comprendre les questions en jeu, et ce n'est pas un jeu de mots. Pour ce numéro, il sera essentiellement question de la déclaration de patrimoine qui peine à être respectée par les intéressés, mais également des importantes mesures, notamment au plan social, annoncées ou même déjà prises, évoquées par le président Macky Sall dans son discours à la nation. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Habib Ndao, cadre de banque et membre de Macky 2012. Bienvenue. Bien, merci. Et Ahmed Ndir, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais PDS et responsable libéral à Yen. Bienvenue. Merci, M. Diouf. Je commencerai par vous, M. Ndao. C'est un mois après l'expiration du délai à eux accordé pour faire leur déclaration de patrimoine. Les intéressés traînent encore le pied. Pourquoi cette hésitation, selon vous? Je vous remercie, M. Diouf. Étant donné qu'on est dans un mois saint, mois de Magal, permettez-moi de rendre hommage à tous les chefs religieux pour le Gamou, aussi bien pour le Magal, et remercier, féliciter le gouvernement pour l'attention toute particulière qu'il a eue pendant ces manifestations en les soutenant dans tous les domaines. Pour répondre à votre question, pour revenir à votre question, je voulais vous préciser que quand il a été question de créer l'Office national de la lutte contre la corruption et la concussion, l'élément le plus déterminant n'était pas la déclaration de patrimoine. Bon, il y a cette semaine une vague de protestations disant que oui, toutes les personnes qui étaient éligibles à la déclaration de patrimoine doivent passer devant l'OFNAC. Mais ça, c'est un point très minime par rapport à l'objectif et par rapport... Un point important quand même. Absolument, je n'en disconviens pas du tout. Et croyez-moi, tous les acteurs qui doivent faire cette déclaration iront à l'OFNAC le faire. Pourquoi cette hésitation alors? Il n'y a pas eu d'hésitation, il y a eu que le gouvernement travaille, les directeurs généraux travaillent. Ils sont actuellement trop pris, on était en fin d'année, donc vous savez, il y a eu beaucoup d'engagement. Je ne sais pas de justifier. Il faut y aller parce que c'est la volonté de M. le Président de la République. Et c'est cette volonté, c'est lui qui contrôle la mise en application de cet élément important, de cet outil important de transparence et de bonne gouvernance qui ne lui a pas été imposé ni par les bailleurs de fonds, ni par l'opposition, mais par sa conscience personnelle. Donc, c'est sûr que toutes ces personnes qui doivent faire les déclarations le feront en temps opportun. Vous vous rappelez que Mme Aminata Touré fait partie de l'une des premières personnes à faire la déclaration. Monsieur le Président de la République a fait sa déclaration. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale a fait sa déclaration de patrimoine. Donc, ne soyez pas très pressés, je comprends l'utilité, mais il y a tout un processus. Et encore une fois, la déclaration de patrimoine n'est pas un élément tout à fait, c'est pas le point le plus important dans l'esprit des créateurs de l'OFNAC. Oui, plus qu'une volonté politique, l'OFNAC et la déclaration de patrimoine sont régis par une loi. Donc la déclaration de patrimoine, c'est finalement une loi, plus qu'une volonté, simple volonté politique. Hein. On n'avait pas, M. Ndir, l'impression qu'il y a hésitation de la part des autorités intéressées? Merci, M. Diouf. Permettez-moi d'abord de saluer M. Ndao, mon co-débatteur, de vous remercier pour votre invitation. Et je vais me permettre de souhaiter une bonne et heureuse année à M. le Président de la République tout d'abord. Mais surtout, en ce moment, j'ai une pensée très particulière à l'endroit de mes frères, comme Karim Meïssa Wade et Abdoulaziz Diop. Je serais très triste de souhaiter une bonne et heureuse année à Aïda Diong, une femme qui aujourd'hui est en prison. Et je me demande si les Sénégalais imaginent ce qu'est la prison pour les femmes. Parce qu'en vérité, ce ne sont pas les mêmes conditions pour les hommes.
nonobstant, je ne peux pas ne pas le faire. Je lui souhaite une bonne et heureuse année. Je souhaite une bonne et heureuse année à tous les Sénégalais. Maintenant, par rapport à la question que vous posez, j'aimerais d'abord personnellement marquer tout le désaccord que j'ai par rapport à ce que je considère comme une petite polémique sur la personne de la présidente de l'OFNAC. Je crois que la querelle qui lui est faite n'est pas une bonne querelle. Oui, on reviendra sur ça par rapport à sa démarche et tout. Mais là, la question première, c'est l'hésitation qu'on a constatée par rapport aux autorités qui sont visées par cette loi de déclaration de patrimoine. Monsieur Diouf, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez constaté, vous, les Sénégalais, tout comme nous. Le constat est patent. Alors, pour une première fois que nos gouvernants sont appelés à poser des actes de bonne gouvernance et de transparence, on a vu ce que cela fait. J'aimerais quand même dire que c'est regrettable de voir certains de nos ministres, parce qu'un ministre, c'est des honneurs, c'est de lourdes charges, c'est des responsabilités. Mais aussi c'est une tenue. Un ministre est honoré par la nation. Et il se doit quand même d'avoir une certaine tenue. Et ce qui se voit ces derniers jours à travers les médias est fort regrettable, de mon point de vue. Maintenant, j'estime qu'ils ont eu quand même plus de 3 mois et que c'est dommage aujourd'hui de constater que l'OFNAC tend à être juste rétréci à une simple déclaration de patrimoine, alors que c'est bien plus que cela. Maintenant, il faut avouer, moi j'avoue que c'est un exercice fort périlleux, parce que quand même, il faudrait remarquer que ce n'est pas de notre culture de pouvoir répondre à de tels exercices. Oui, cela aussi, on y reviendra, mais je relance sur cette question. Le président Macky Sall avait lancé un ultimatum. S'il en vient à devoir lancer un ultimatum à ses ministres pour secouer un peu le cocotier, et on a vu que, d'ailleurs, ça n'a rien donné. Même la présidente de l'OFNAC a fait une sortie dans la presse pour quand même faire des déclarations, des révélations même, et ça n'a pas toujours fait bouger les choses. Votre appréciation? Mais que voulez-vous que je vous dise, M. Diouf? Je dis, ce sont eux les champions de la gouvernance sobre et vertueuse. C'est eux qui ont prôné. Oui, vous êtes allié à la mouvance présidentielle dans le cadre de Macky 2012. Cela ne vous gêne pas que les ministres, les intéressés par les personnes qui sont visées par cette loi, que le président soit obligé de lancer des ultimatums, que la présidente de l'OFNAC soit obligée de faire des sorties médiatiques pour secouer le cocotier? Vous savez, la plupart des gens qui exercent actuellement des fonctions éligibles à la déclaration de patrimoine ont accepté de cheminer avec le président Macky Sall depuis très longtemps, et cette idée de l'OFNAC n'est pas une idée nouvelle. Ce n'est pas une idée imposée par le président Macky Sall à ses décideurs, aux décideurs publics. Ces décideurs publics sont dans la mouvance présidentielle depuis bien avant la campagne électorale, et dans le programme du Yoni Yokote, il était prévu parmi les réformes phares de mettre en place l'Office national de répression, de la lutte contre la corruption et la corruption. Une chose est de le mettre en place, une autre chose c'est de le faire fonctionner. Oui, le fonctionnement, vous savez, la lourdeur bureaucratique de l'administration. Ce qui se passe, c'est que pour une déclaration de politique, pour une déclaration de patrimoine, beaucoup de décideurs n'avaient pas prévu, quand je dis prévu sur le plan de la procédure administrative, par exemple, il faut rassembler les titres fonciers que vous aviez, il faut regarder les comptes bancaires dont vous disposez, il y a toute une panoplie de biens, et la diversité des biens fait que
beaucoup de gens sont en train de confectionner eux-mêmes, d'évaluer eux-mêmes, de faire évaluer par des organes adéquats comme les notaires, leur déclaration de patrimoine. Mais croyez-moi, il n'y a pas de souci dans ce domaine. Monsieur le Président de la République est déterminé, il ira jusqu'au bout. Parce que ça fait partie des socles sur lesquels le régime va fonctionner. Pour plusieurs raisons. D'abord, pour une crédibilité sur le plan interne, et pour une crédibilité auprès des bailleurs de fonds et des investisseurs potentiels. Le PSE ne peut pas réussir sans pour autant qu'il y ait des piliers qui sauvegardent la bonne gouvernance, la sobriété, etc. Mais la révélation de la présidente de l'OFNAC ne vous dérange-t-elle pas? Quelle révélation? Quand elle dit qu'il y a un ministre important, pour ne pas le nommer, Mankeur Ndiaye, oui. l'a saisi nuitamment pour lui dire qu'il ne va pas faire sa déclaration de patrimoine. Mais ce n'est pas possible, c'est une loi. La déclaration de patrimoine se fera, c'est une loi. C'est pas, un ministre ne peut pas décider de faire ou de ne pas faire. Le problème, c'est que nous, Sénégalais, nous avons élu le président Macky Sall. Sa volonté est claire. Il a commencé, lui-même, il a fait la déclaration. Sans demander, monsieur le président de l'Assemblée nationale en a fait. Son ancien premier ministre, la dame Aminata Touré, a fait sa déclaration. Maintenant, le train continue. Ce n'est pas la peine de précipiter les choses. Les déclarations de patrimoine, c'est du sérieux. C'est pas nous ou vous, journalistes, qui allons accélérer la cadence des déclarations. Ce n'est pas les journalistes, c'est la présidente même de l'OFNAC, Ahmed Ndir. Oui, c'est la présidente de l'OFNAC qui a effectué une sortie médiatique. D'ailleurs, que pensez-vous de sa démarche, hein? Elle s'est épanchée à travers la presse au lieu d'utiliser les armes qu'elle a, parce qu'elle a un pouvoir de sanction que détient l'OFNAC. Pourquoi elle ne l'utilise pas? Elle utilise la presse pour s'attaquer ou accélérer la cadence, comme il vient de le dire. Vous voyez, M. Diouf, que c'est bien là un départ fort laborieux, hein? Fort laborieux. Et ça montre qu'entre le verbe et l'acte, il y a tout un monde. Quand nous avons quitté le pouvoir, nous avions dit que nous étions prêts à une réduction des comptes. On ne nous a jamais interrogés sur cela. Aujourd'hui, juste pour un départ, l'OFNAC est mise en place et c'est vraiment lamentable. Maintenant, sur la question que vous posez, il me semble que la présidente de l'OFNAC ou le président de la République avait donné un délai de 3 mois. Et que ce délai vient tout juste d'être... Ce délai a expiré il y a 1 mois. Non, je pense que c'est juste la semaine... Bon, qu'à cela ne tienne, je crois quand même que les déclarations n'ont pas été encore validées. Laissons à la présidente le temps de pouvoir... Le fait qu'elle s'épanche dans la presse, est-ce que ce n'est pas un cri d'orfraie, un cri de détresse? Ou plutôt une manière de prendre l'opinion à témoin. Était-il nécessaire? A-t-elle les coups des franches? Je vous renvoie à une question. A-t-elle les coups des franches? Maintenant, moi je crois qu'elle a bien pris l'opinion à témoin et qu'aujourd'hui, la balle est dans le temps que l'on connaît. Toutefois, moi, l'attention que j'aimerais ici attirer, c'est qu'on fasse attention, à la limite qu'on ne nous fasse des déclarations perfides. C'est-à-dire, à force de pouvoir, parce que si on regarde dans un sens, on peut penser que certains puissent avoir le désir de cacher des richesses. Mais l'effet inverse aussi peut être valable. Si quelqu'un, nous sommes dans une société qui est devenue fort matérialiste, si quelqu'un n'a pas grand-chose à déclarer et qu'il puisse avoir peur de paraître misérable vis-à-vis de la société, quel type de déclaration va-t-il faire? Voyez-vous? Alors, moi, je disais tantôt que les membres de l'OFNAC sont connus. Il y a dans cette commission des hommes de valeur que l'on connaît.
et on peut leur accorder une confiance. Maintenant, en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, nous allons juger à l'épreuve. Et déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez, M. Babacar Mbaye Ngaraf a déjà déposé, parce qu'il ne s'agit pas, l'OFNAC ne se résume pas juste à des déclarations de patrimoine. C'est pour lutter contre la corruption et la concussion. M. Babacar Mbaye a déposé une dénonciation qui vise M. Aliou Sall. Et je pense qu'ils ont bien à se crédibiliser dès l'abord. Et le peuple attend et jugera. Oui. Monsieur Ndao, je reste sur la démarche de la présidente de l'OFNAC. Je rappelle que l'inobservation de l'obligation de déclaration de patrimoine entraîne la perte du quart de ces émoluments s'il est intéressé est un élu, ou le limogeage s'il s'agit de quelqu'un qui relève de l'ordre administratif. Pourquoi Nafi Ngom Ndour n'a pas utilisé ces moyens-là, coercitifs, au lieu de s'épancher dans la presse? Vous savez, le président Abdou Diouf disait à ses collaborateurs qu'il faut appliquer les lois et les décisions avec intelligence. Il y a des paliers à respecter. Ce n'est pas parce que vous êtes puissant que vous devez utiliser la puissance de la loi sur les gens. Dans ce cas-ci, est-ce que ce n'est pas un aveu de faiblesse? Non, il n'y a pas d'aveu de faiblesse. La dame, Madame Nafi Ngom Ndour, elle va aller très vite. Mais au-delà de tout cela, qu'est-ce qui a créé, d'où vient la création de l'OFNAC? Je ne parle pas de l'origine, de l'historique. Non, c'est l'esprit dans lequel il y a eu un aventurisme économique. Il y a eu pas moins de 197 scandales entre 2000 et 2012. Il fallait repartir sur des bases de transparence, sur des bases solides de volonté politique de changer les choses, à commencer par mettre en place l'office qui a un aspect plus, comment on appelle ça, de prévention, qui a un aspect plus dissuasif, et que toutes les personnes qui sont en ce moment en train de gérer les deniers publics, ils feront beaucoup plus attention depuis que c'est. Donc n'essayez pas de focaliser le débat autour de la déclaration de politique générale ou de la déclaration, pardon, de patrimoine. Madame Ndour est pressée d'aller, de travailler, on lui confie cela, mais il ne faut pas que la pression populaire puisse changer l'esprit dans lequel cet organe a été créé. Le fait de parler de la déclaration de patrimoine dans cette émission est un choix délibéré. Okay. L'OFNAC a d'autres prérogatives, a d'autres missions, d'autres cahiers de charges. Mais c'est un choix par rapport à la déclaration de patrimoine parce qu'il y a un blocage qui est constaté. Et là, j'en viens à M. Je respecte ce choix, mais j'avais une précision à donner. Oui. Toutes ces personnes qui sont éligibles à la déclaration de patrimoine vont faire la déclaration de patrimoine parce que le président Macky Sall va imposer cela à tous ses ministres et directeurs. Vous semblez en être convaincu, mais... Convaincu. Oui, mais à maintenir, si la déclaration de patrimoine n'est pas respectée, est-ce que ce ne sera pas un coup dur pour le régime de Macky Sall qui a prôné la transparence, la bonne gouvernance? Mais il ne peut pas ne pas être respecté. Il ne faut pas ne pas... Moi, je crois que cette question ne se pose même pas. Le président... La réaction de certains ministres... Elle ne se pose pas du tout. C'est une question de crédibilité où le président de la République est le président de la République crédible ou alors tirant la conclusion qui va suivre tout naturellement. Il ne peut pas y avoir de blocage. Il ne peut pas y en avoir. Mais s'il y a un blocage. Non, il n'y a pas. Il y a blocage. Il y a un problème de cadence, mais il n'y a pas de problème de blocage. Ah bon? Ce que le président de la République a dit, c'est net et clair. Maintenant, il faut que
que leurs engagements soient conformes par rapport à leurs actes. Et le peuple jugera par rapport aux actes qu'ils poseront. Je voudrais juste dire à M. Ndao qu'il ne me semble pas y avoir de pression populaire sur cette affaire. À travers les journalistes. Je ne pense pas qu'il y ait une pression populaire. Les journalistes ils relatent des faits. Oui, Ils ont constaté qu'après 3 mois, je suis plus 1 mois, parce que le délai de 3 mois a expiré il y a 1 mois. Donc depuis l'expiration de ce délai, aucune autorité visée par cette déclaration de patrimoine ne s'est acquittée de cette tâche. Si vous permettez, M. Diouf, je vais juste relever pour finir que dire qu'il y a eu un amateurisme économique, aventurisme économique. Un aventurisme économique dans le passé ne vous disculpe pas, M. Ndao. Ah si, nous sommes dans un régime présidentiel. Ne vous disculpe et pas. M. Abdoulaye Wade, c'est le président qui connaît tout, si vous permettez, qui sait tout, si vous permettez, et qui n'était responsable de rien. D'accord, on vous a entendu. Laissez-le terminer. Voilà. Je suis désolé que je n'apprécie pas beaucoup que vous parlez comme ça du président Abdoulaye Wade. C'est sans ironie. Je ne l'apprécie pas du tout. Maintenant, je dis que s'il y a eu amateurisme ou aventurisme, il n'y a jamais eu dans l'histoire politique africaine un scandale aussi énorme que l'affaire ArcelorMittal autour de 2500 milliards. Jamais. Il n'y a pas eu de scandale. Si vous voulez en venir... C'est pas l'objet du sujet. Ah, mais on peut en venir, parce que jusqu'à présent, les Sénégalais ne sont pas éduqués. C'est pas l'objet du débat. D'où vient le scandale? C'est pas l'objet du débat. Le débat concerne, on est toujours sur la déclaration de patrimoine. On peut en débattre. Moi, je suis à l'aise dans l'affaire ArcelorMittal. Voilà. L'objet du débat, c'est la déclaration, le premier sujet de ce débat, c'est la déclaration de patrimoine. Merci. Maintenant, par ailleurs, il y a la barrière culturelle, hein, il l'a évoqué tout à l'heure. Les Sénégalais n'ont pas coutume d'étaler leur patrimoine, riche ou pauvre, hein, au grand jour. Est-ce que ce n'est pas un obstacle également? C'est un des obstacles, mais l'obstacle le plus probant, c'est qu'il faut du temps pour faire cette déclaration de patrimoine. Il faut du temps pour vérifier la déclaration de patrimoine. Mais encore une fois, il n'y a aucun ministre qui a refusé de faire sa déclaration. Il n'y a aucun directeur général qui a refusé de faire sa déclaration. Depuis le début, depuis que cette loi a été mise en place, les plus hautes autorités de ce pays ont fait leur déclaration. Maintenant, c'est une question de procédure. Vous donnez un délai à un ministre, vous donnez un délai d'1 mois à un ministre ou de 3 mois pour l'ensemble. Ça, c'est la volonté de M. le Président de la République qui veut que les gens fassent la déclaration de patrimoine. Mais entre la volonté et la mise en place, parce que ça prend du temps, faire la déclaration n'est pas aussi automatique. Vous ne venez pas vous amener une lettre comme si vous faites... Il y a toute une procédure, c'est une loi, il y a des conditionnalités. Il y a l'obstacle culturel. L'obstacle culturel, je n'en disconviens pas. Mais bon, ce n'est pas valable pour tout le monde. Pour certaines personnes, oui. D'autres personnes qui ont un esprit plus cartésien ne verraient pas de problème à faire cette déclaration. Bon, c'est vrai qu'une fois que la déclaration a été faite, elle est transmise à l'OFNAC, pas aux journalistes. Donc culturellement, je ne sens pas où se trouve le poids. Sachez, vous pensez qu'il y aurait assez de garanties autour de la confidentialité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y aura suffisamment de garanties, évidemment, parce que les gens ont l'habitude d'épiloguer sur des patrimoines qui ont été déclarés. Ils n'ont pas vu un seul document reflétant les propos. Ce n'est pas si sûr que ça, hein, parce que si la présidente de l'OFNAC fait une sortie médiatique pour dire qu'il y a tel ministre qui m'a dit de ne pas à lui adresser... Mais ça reste à vérifier, ça. Ah oui, mais bon, si elle en vient à vouloir porter plainte contre Mankeur Ndiaye, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Oui, mais vous savez que si vous mettez, avec si vous pouvez mettre Paris dans une bouteille. Tout cela, c'est des faits, Habib Ndao. Oui, mais elle a dit Elle a pointé du doigt le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, comme quoi ce dernier n'a pas voulu s'acquitter de son devoir de déclaration de patrimoine.
Oui, mais Madame Lou... Si elle en parle dans la presse, on peut s'attendre demain à voir le patrimoine d'un tel ou d'un tel autre affiché dans la presse. Oui, de toute façon, Madame Lou est une personnalité très compétente, très honorable. Je ne doute pas du tout de ce qu'elle est en train de dire dans la presse, mais toujours est-il que, bon, on n'a pas la version de M. Mankeur Ndiaye. Et évitons juste d'aller très vite, ce que les Anglais appellent let's jump to a conclusion. Évitons d'aller très vite en besogne. Les problèmes qui sont à l'origine de la plainte peuvent provenir d'un échange houleux. Encore, je mets toujours si au conditionnel, parce que tout simplement, nous n'avons pas la version. Ce qui dérange, c'est l'absence de réserve, monsieur Ndir, sur l'obstacle culturel. Mais j'en ai parlé tantôt. C'est ce que je pense. Maintenant, cela n'est pas du tout une excuse. Parce que c'est des engagements pris. Et l'argumentaire de dire que ces honorables messieurs manquent de temps n'est pas bon. On ne demande pas à des enfants de faire une déclaration de patrimoine. On le demande à la crème de cette société-là. Et je crois qu'avec 3 mois, ils ont eu largement le temps de le faire. Maintenant, il est manifeste qu'il y a un manque de volonté ou plus que cela. Plus que cela. Le patrimoine de Karim Wade, il est connu. On ne lui a pas demandé. Il n'a jamais déclaré. S'il vous plaît. Mais il est connu aujourd'hui. Alors, si on va jusqu'à ce que des ministres d'État appellent Madame Ngom à des heures aussi tardives, il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi avoir peur. Maintenant, les engagements sont ce qu'ils sont. Et vous savez, M. Diouf, moi j'ai la ferme conviction qu'avec cette affaire de déclaration de patrimoine, c'est encore un acte que le président pose pour notre campagne, pour nous, au PDS. Parce qu'en fait, les responsables qui sont visés, les ministres, l'ensemble des gérants de deniers qui sont tous visés, on leur dit, vous n'avez plus, en quelque sorte, la possibilité d'avoir une quelconque autre richesse licite, légale. Alors, comment ces messieurs vont faire quand le président recevait ses directeurs généraux en leur disant que si vous ne gagnez pas, vous serez démis, comment vont-ils gagner en 2017? Je ne pense pas qu'ils aient les coups de franche pour pouvoir faire de belles campagnes. Encore que, je ne valide pas du tout, je dis. Vous faites une campagne sur la base de l'argent du contribuable, c'est ça que vous insinuez. C'est un réflexe au PDS. Du tout. Du tout. Ou vous pensez que c'est le président Macky Sall qui a demandé à ses directeurs généraux d'aller gagner. D'aller gagner, mais pas avec l'argent du contribuable. Ce n'est pas nous. Cela sous-entend. Et vous n'aviez pas gagné. Et vous n'avez pas gagné. Maintenant, qu'à cela ne tienne, je dis, ce ne sont pas à nous qu'on a demandé de déclarer nos patrimoines. Ce n'est pas nous qui tardons à le faire. Ce n'est pas nous qui passons notre temps dans les chaînes de télévision. Et ce n'est encore moins pas nous qui avons dit que ceux qui ne le feront pas auront des comptes à rendre. Non, il faut prendre les bonnes décisions. Oui, Ahmed Ndir, je reviens vers vous, M. Abdou, mais Ahmed Ndir, je reste avec vous. OFNAC, CREI, vous ne trouvez pas que ça fait un peu trop, que cela peut installer le pays dans un climat de méfiance, de suspicion et même de règlement de comptes politiques? Il est interdit dans ce pays d'être riche aujourd'hui. Il est en prison parce qu'on dit qu'il a 20 milliards. Tout le monde a peur, même eux. Même eux. C'est ce qu'ils appellent à minuit. Pourquoi le font-ils? Décalage horaire, d'après les informations. Il était 17h à New York, il était peut-être plus 5, ça fait 22h à Dakar.
Mais si vous dites la minuit comme si, si la personne appelait. Non, non. De toute façon, un appel y a eu. Donc, Ouais. Ahmed, on a compris votre position. Hein. Oui. Habib Ndao, OFNAC créé, vous ne trouvez pas ça trop? Ça peut installer Ça, le des pays dans un instruments. climat de suspicion, de méfiance Pas du et tout. même de règlement de compte? Pas du tout. Les Sénégalais vont finir par s'y habituer. Ils ont été traumatisés par la gabegie, l'aventurisme économique, comme j'avais dit, de ces 12 dernières années, ou même au-delà. Le président Macky Sall a voulu changer les choses. Pour les changer, pour ne pas attendre à... Regardez par exemple cet aventurisme économique dont je parle, avant de venir au niveau de l'esprit qui a conduit à la création. Vous me permettrez d'en Oui. parler aussi? Oui, oui. Pendant 1 an et demi, le président Macky Sall était obligé, les gouvernements du président Macky Sall étaient obligés de faire de l'ajustement structurel et du redressement économique. Quand le Parti socialiste partait en 2000, ils ont laissé tous les agrégats économiques au beau fixe. Ces 12 ans de... Quand je dis aventurisme, je n'ai pas une vision ironique, hein, c'est-à-dire qu'ils géraient le pays avec du flair. Il n'y avait pas de cohérence dans ces décisions. Tantôt il chasse Kumba Resources, il prend ArcelorMittal, etc. pour 1100 milliards d'investissements, sans pour autant prendre les précautions nécessaires qu'un contrat, on ne le rompt pas de manière unilatérale. C'est ça, quand je dis aventurisme économique. Quand le Karim Wade que vous avez cité, loue un bateau à 9 milliards, alors que quand les enquêteurs ont demandé le coût pour une semaine d'un bateau 4 étoiles, 5 étoiles, à la même entreprise, ils ont dit 800 millions. Quand M. Karim Wade a reçu 12 milliards pour la construction de 26 villas présidentielles lors de la conférence islamique, et que ces 12 milliards n'ont pas été utilisés, les villas présidentielles n'ont pas été construites. Les armes, les terrains de Hariri, 6 milliards de dotation, 6 milliards décaissés par le ministre des Finances, remis à l'organisateur de la conférence islamique. Quand on est allé à la direction du matériel de la police, il n'y a pas. Et des choses comme ça ont fini par convaincre le président Macky Sall que pour que le pays soit sur des rampes de lancement, il faut mettre des instruments tels que la CREI, tels que l'OFNAC, pour non seulement asseoir une bonne politique sur le plan de la gouvernance, mais en plus donner un signal fort aussi bien aux Sénégalais qui seront aujourd'hui et demain en charge de l'exécution des programmes des politiques publiques, de faire attention, et en plus vis-à-vis même des bailleurs de fonds, de donner une certaine crédibilité à notre signature. Habib Ndao, c'est ce même président Macky Sall qui a permis à son frère Aliou Sall de plonger dans les profondeurs abyssales pour aller chercher du pétrole. Ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Maintenant, on peut laisser, oui, mais ça ne s'est pas passé pour Petro-Tim, ça ne s'est pas passé comme ça. Moi, je suis à l'aise quand je défends Aliou Sall. Je ne le défends pas en tant que frère du président. Je le défends au nom du patriotisme de patrie. Je l'ai déjà dit dans une émission. Jean Collin disait patriotisme de patrie. Il est à l'APR. Moi, je suis dans mars 2012. Un membre de l'APR est attaqué, je me lève pour le défendre. Il n'y a aucun nom de Aliou Sall sur les licences qui ont été données. Les licences ont été données après Petro-Tim Limited, du temps du président Abdoulaye Wade, après 17 janvier 2012, après, étant donné que les conditionnalités pour s'installer au Sénégal, il faut nécessairement avoir un bureau local, Petro-Tim a pris Aliou Sall qui était déjà courtier en pétrole, déjà bien avant ça, et lui a confié la gérance de Petro-Tim Sénégal, qui est détenu à grande majorité par Petro-Tim Limited. C'est aussi simple que cela. Nous devons la vérité aux Sénégalais. Ça fait l'objet d'un débat, peut-être qu'on aura l'occasion d'en revenir avec vous. Mais restons sur cette appréciation de la gestion du régime libéral très rapidement, avant qu'on ne passe au second sujet. À mettre votre appréciation par rapport à ce qu'il vient de dire. Avec votre permission,
très rapidement, je veux dire, le bilan de Maître Abdoulaye Wade, il est fort élogieux. Le bilan matériel, pas le bilan moral. Au moins, il y a un bilan que vous appréciez fort. Il y a un bilan matériel et un bilan moral. Au moins, M. Ndao, il y a le bilan de Maître Abdoulaye Wade, il est incontestable dans ce pays. Parce que visible, comme un nez sur la figure. Visible, marquant. Maintenant, vous ne pouvez pas associer la gestion de Maître Abdoulaye Wade à de l'aventurisme, à de l'amateurisme. D'accord? Quel nom vous allez donner là à ce qui s'est passé à Diamniadio avec votre centre de conférence dont nul ne connaît le montant exact qui lui a été décaissé? Quel nom vous donnez quand, pour réfectionner la primature, on va sur 17 milliards et pour construire 17 tours, on va sur 21? Quel nom vous donnez à l'ensemble de ces marchés de gré à gré? M. Ndao, quel nom donnez-vous au rapport d'avant-hier de la RMP sur la gestion de vos ministres? Quel est le nom que vous donnez à tout cela? C'est pire que, vous permettez, c'est pire que de l'amateurisme. Maintenant, je répète ce que j'ai dit tantôt, ce que vous avez dit sur l'affaire Petro-Tim est inexact. M. Wade n'a jamais signé un décret pour M. Alioune Sall. Je n'ai jamais dit ça. Il ne l'a pas dit ce que je n'ai pas dit. J'ai dit que M. Wade, le président Wade, a signé pour Petro-Tim Limited. Jamais il ne l'a fait. Jamais. Celui qui a signé, il y a eu deux décrets, le décret 2012-596 et le décret... Vous soutenez publiquement qu'Abdoulaye Wade, M. Abdoulaye Wade n'a jamais signé de permis d'exploration à Petro-Tim Limited. Je suis formel. Je dis... Je laisse aux téléspectateurs le soin de juger. Et les téléspectateurs... Ils sont devant leur machine, ils peuvent vérifier l'information. Comme ce n'est pas l'objet du débat, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et les téléspectateurs savent bien que le décret dont vous parlez, que vous insinuez, est un décret de janvier 2012 qui n'a jamais existé, où il n'y a ni numéro ni date, qui n'a jamais été publié au journal officiel et que cela n'est pas, par conséquent, un décret du président de la République. Par contre, les décrets qu'il y a eu, ce sont les décrets 2012-596 et 2012-597. Est-ce que le nom de Alioune Sall est là-dessus? M. Alioune Sall est bien mentionné comme gérant de Petro-Tim. Non, non. Excusez-moi, excusez-moi. Est-ce que sur le décret d'attribution, le nom de Alioune Sall y figure? La question est précise. Et je vous réponds en vous disant, M. Ndao, il nous a été dit et soutenu, il a été vu et soutenu que AHS, que tout le monde connaît, appartient à Karim Wade. Ben oui. Il était un prête-nom. Son nom ne figure nulle part sur les documents. Par contre, si, sur l'actionnariat qui se trouve à Virgin Island. Et je réponds, vous savez que ils ont l'obligation de cacher ce qu'on appelle le secrecy ownership. C'est-à-dire que dans ces paradis fiscaux, l'État n'est pas obligé de dévoiler l'actionnariat. Mais si c'était le cas, on aurait vu le nom de Karim. On aurait vu, on ne l'a jamais vu. Par contre, ce qu'on a vu, par contre, dans ce dossier pendant justice, je vais terminer sur ça. Par contre, ce qu'on a vu, c'est bien le nom de Alioune Sall, gérant de Petro-Tim Sénégal. D'accord? Et on nous dit, qui peut le plus, ne peut pas le moins, que Karim appartient à AHS, mais que M. Sall est blanc comme neige, bien que, après être trempé dans un baril de pétrole. Voilà l'argumentaire que vous tenez indéfendable. Ce qui s'est passé dans ces deux affaires est plus que scandaleux. Il n'y a aucun scandale. Vous avez désinformé, vous avez déformé les faits dans l'affaire ArcelorMittal, dans l'affaire Petro-Tim, juste
pour élément de comparaison. D'ailleurs, il y a un lapsus que je constate chez vous, c'est qu'à chaque fois que vous parlez de Aliou Sall, vous parlez de Karim. C'est-à-dire que vous voulez nous retourner une bombe, vous voulez nous retourner des missiles Scud à partir de la situation dans laquelle se trouve Karim Wade, où l'État a des preuves. Attention, j'entends beaucoup de journalistes, beaucoup de Sénégalais intellectuels qui disent que l'État n'a pas de preuves. Si. En tout cas, ce n'est pas encore sur la place publique. Mais les preuves ne peuvent pas être donc, sur la place publique. comme je l'ai dit tantôt, laissons la justice et je vais expliquer, je vais en profiter au second sujet de notre voilà, débat. mais je vais en profiter pour dire que si le président Macky Sall, recule sur la traque des biens mal acquis, aucun Sénégalais, tous les Sénégalais doivent avoir l'honnêteté de ne pas le lui reprocher. Il est seul dans la traque. Ni nous, Macky 2012, nous l'avons soutenu. Il y a possibilité qu'il recule. Non, il n'y a pas de possibilité. Vous allez me permettre, Amadou. Oui, je ne suis pas dans le secret de ça. Il faut qu'on aborde le second sujet, s'il vous plaît. Il est évident qu'il est bien seul. Alors que l'argumentaire a été de dire que la traque était une demande sociale. Aujourd'hui, c'est les Sénégalais qui sont versatiles. Pas du tout. Ah si? Vous avez raconté des histoires aux Sénégalais. Non, où sont les 4 000 milliards, Michel Ndao? Ça fait plus de 4 000 milliards. Où sont-ils? Mais je vous dis qu'on procède par élimination. Sortez-les. Mais écoutez, où sont les 4 000 milliards? De bons avocats. Cela fait 2 ans. Nous avons de très bons avocats. Et je répète, Michel Ndao, que 0 multiplié par 0 égale 0. Merci Ahmed Mir, on a compris votre position. Habib Ndao, n'entrons pas dans un débat stérile. Revenons sur le message à la nation et c'est le second sujet de cette émission. Donc le message à la nation du président Macky Sall. Des décisions majeures ont été annoncées. Et si elles ne sont déjà prises, notamment au plan social, on peut citer la baisse des prix du gaz et du carburant, après celle du prix du loyer, le prix rémunérateur de 200 francs CFA pour le kilogramme d'arachide, sans compter la retraite à 60 ans dans le privé, en accord avec le patronat bien sûr, 20 milliards pour les bourses familiales en 2015. Alors, que pensez-vous de tout cela? Oui, d'abord, permettez-moi de féliciter le président dans le discours. C'est un géologue, donc il est très pragmatique et le discours a été concis, clair et on a décliné plus ou moins les réalisations qui ont été faites dans le cadre du PSC qui ne date que de mai 2014, c'est-à-dire de mai 2014 à aujourd'hui. Beaucoup de chantiers ont vu le jour, notamment le pôle urbain de Diamniadio, etc. Avec la première phase qui est la construction naturellement du centre de conférence de Diamniadio. Il y a eu 178 000 ménages qui ont déjà bénéficié de la couverture maladie universelle. Il a mis 20 milliards de plus pour cela. Il a négocié, il n'a pas imposé au patronat, au privé, la retraite à 60 ans. C'est une vieille doléance. Mais avec ses qualités de bon négociateur, l'État a pu mettre autour d'une table, évidemment, les syndicats des ouvriers, les syndicats des patrons. Et on est arrivé à cette décision heureuse qui ramène évidemment l'âge de la retraite à 60 ans, avec évidemment des modalités d'application plus ou moins qui varient par secteur, etc. Si je vous dis que pendant tout ce temps, le président Macky Sall a fait de la proximité en même temps. Il est allé à Mékhé pour relancer l'artisanat avec 15% du budget de la commande nationale, qui va aller aux artisans locaux. Il est allé à l'ouverture, donc, au lancement de la semaine de l'élevage à Fatick. C'est de la proximité avec les populations. Et ça, c'est des points très importants. Pendant ce temps aussi, sur le plan diplomatique, le président de la République, évidemment, il a pu régler certains malentendus, par exemple avec la Guinée. La structure sanitaire sur Ebola, nous avons eu une réaction de structure sanitaire efficace et résiliente. Pendant tout ce temps, le gouvernement travaille et vous avez vu que lors de la déclaration donc, du 31 décembre, on n'a pas entendu parler de l'énergie. Ça, c'est un mérite. On n'a pas entendu parler de l'énergie et il n'y a pas eu de pénurie de gaz ni de pénurie d'hydrocarbures. En revanche,
Il y a toujours des coupures d'électricité. Ah, elles sont devenues rarissimes. Et pour cause, le président Macky Sall a décidé d'investir 2000 milliards dans l'électricité et 1100 milliards sont déjà mobilisés. Si vous voyez dans les quartiers, il y a des postes de transformation qui sont installés par des Chinois, c'est-à-dire que tout le réseau, toute la boucle de Dakar, en plus des différentes, évidemment, je ne vais pas vous fatiguer avec, des différentes tailles mandiayennes nous attendons 150 mégawatts d'énergie renouvelable, Sendou 1, Sendou 2. En 2015, toute la deuxième phase du PSE va être déroulée au bénéfice des populations. Justement. Ahmed Ndir, le président Macky Sall a fait, donc, dans le cadre de son message à la nation, il a annoncé certaines mesures. Hein, comme je l'ai dit tantôt, certaines mesures qui ont déjà été mises en branle. Hein. C'est la baisse du loyer, la couverture maladie universelle. On a maintenant la retraite à 60 ans dans le privé, les 20 milliards supplémentaires pour les bourses familiales en 2015. C'est des mesures salutaires. Hein. À mon sens, vous ne pouvez pas faire émerger un pays en faisant du social. Je regrette. Un pays ne va jamais émerger avec le social. Je regrette. Maintenant, M. Ndao nous a dit qu'en 2015, la deuxième phase du PSE va démarrer. J'aimerais bien qu'on nous dise ce qu'ils ont fait avec la première phase. Je viens de vous énumérer la première phase. Il y a un lancement du pôle urbain. C'est pas la peine de revenir là-dessus. Bon, lui, il donnera voilà, d'accord. Permettez. Non, je dis, par rapport au discours d'abord, pour en venir un peu sur le PSE, on a l'impression, quand on a écouté le président, d'entendre un président qui a été élu il y a 3 mois, avec ses vœux et tout ce qu'il compte faire. Il y a eu un discours, vous rappelez-vous, en 2013, n'est-ce pas, où l'on nous a parlé de 1000 tracteurs. Moi, je pense qu'il aurait fallu quand même, en faisant le discours, de nous dire, voilà ce que je vous avais dit en 2013, pas du tout. On nous parle d'ambition. Non, de réalisation. Le PSE a été lancé en mai 2014. Des réalisations ont eu lieu entre-temps. Comme quoi? Comme le pôle urbain de Diamniadio. Je viens de vous expliquer. Le pôle urbain de Diamniadio, Amadou. C'est un exemple. Il oublie que le pôle urbain de Diamniadio n'a pas une seule dimension de centre de conférence. Attendez, c'est l'aménagement du territoire. On a parlé de pôle urbain. Oui, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, c'est pas un centre de conférence, on l'a compris. Avant d'être dans le triomphalisme, attendons les réalisations. Vous passez à Diamniadio, moi je passe là-bas tous les matins. Je vois des grues pour le moment. À part le centre qui a été construit, je vois des grues. Et des routes qui ont été goudronnées. Des routes d'Abdoulaye Wade, oui. Non, ça c'est les routes. Non, ça c'est les routes qui ont augmenté le coût initial du centre de conférence de Diamniadio. Permettez-moi. C'est des aménagements connexes. Permettez. Je relèverai d'abord que pas une seule fois dans le discours du président, il n'a parlé, quand on nous a parlé de discours de valeurs. Je crois que l'une des valeurs fondamentales de ce pays, c'était que le Sénégal était un pays de dialogue. Pas une seule fois. Vous voulez dialoguer, il est ouvert. Si vous permettez, pas une seule fois le président n'a parlé de dialogue. Pas une seule fois. Depuis qu'il est au pouvoir, il n'y a pas encore eu de dialogue politique. Hein? Ah, vous le constatez. Vous le constatez. Et l'Assemblée nationale. Et la bonne gouvernance. Et l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on l'a oublié? Troisième pilier du PSE. On n'en a pas du tout. On n'en a pas du tout parlé dans le discours. On est au deuxième pilier. Comment voulez-vous qu'il parle du troisième pilier? Et les APE, M. Ndao? Oui, même les APE. Vous savez ce que vous en dites dans le PSE? Il est dit développement de l'agriculture, 258. Le développement de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture et de l'industrie agroalimentaire répond à une triple aspiration.
renforcer la sécurité alimentaire du Sénégal et rééquilibrer une balance commerciale dégradée par les importations de produits alimentaires. I2, développer des filières intégrées compétitives à haute valeur ajoutée. Et pourtant, on va signer les APE. Quelle incohérence alors! Vous allez détruire l'ensemble du tissu, le peu de tissu industriel que nous, on a en signant les APE, et vous dites dans ce plan ce qui suit. On n'a jamais voulu, dans le cadre de la signature des APE, détruire le tissu industriel. Ça n'a pas été l'objectif. Ça, c'est une interprétation erronée. Je n'interprète rien, je lis. Oui, mais... Je lis. Vous le laissez donc donner son appréciation. Oui, voilà. Non, mais j'ai le texte. Mais oui, il n'y a pas de souci. Allez-y, voilà. allez-y. Voilà. Donnez votre appréciation par rapport à cela. On va raisonner de manière globale. Les APE qui datent évidemment des conventions de l'ONU, vous savez l'importance des échanges commerciaux entre les pays européens et les pays ACP. Ce n'est pas parce qu'on a signé les APE qu'on est en train de brader le tissu industriel existant. Du tout. Les APE viennent en complément du plan Sénégal émergent et nous n'excluons aucunement dans tous les différents segments traités au niveau du PSE, ces segments ne sont en contradiction avec les... Mais avec les APE précisément, notre marché risque d'être inondé parce qu'on n'a pas le même pouvoir économique avec les pays avec lesquels nous devons échanger. Oui, mais c'est à notre économie. Pas un mot dans le discours. Pas un mot dans le discours. Mais je vous ai dit que Monsieur le Président de la République est un géologue. Il est pragmatique. Même les sportifs ont demandé... Mais les géologues font des omissions. Non, non. Ils sont pragmatiques. C'est-à-dire qu'il faut aller à l'essentiel. Comment vous expliquez les orientations? Ce n'est pas une omission. L'essentiel, c'est de parler des bourses familiales. Non. Les orientations essentielles de son programme, les orientations essentielles ont été résumées en moins de 25 minutes. Ceci ne veut pas dire qu'il y a une volonté manifeste de cacher une quelconque vérité aux Sénégalais concernant le programme lui-même. Donc moi, je ne vois pas où est le problème, parce que vous me dites que oui, il a... Est-ce que vous permettez à mon Oui, on le laisse terminer. Voilà. On a que quelques minutes. Hein, on est à la vous me dites qu'on signe les APE. Abimda, vous terminez. Voilà, vous me dites qu'on signe les APE et on détruit notre tissu industriel. Surtout dans le domaine agroalimentaire. Mais faites la démonstration qu'il y a une antinomie entre la signature des APE et les dispositions pertinentes du PSE. Je n'ai pas besoin de démontrer. C'est une évidence élémentaire. Je ne suis pas d'accord. Maintenant, je dis, je vais citer encore le président, parce que vous parlez avec succès là, du CMU. Le président, je cite, il dit, avec un réseau de 372 mutuelles de santé, la CMU bénéficie à ce jour à 178 600 personnes. Oui. C'est bien cela. Oui. Vous en avez parlé. Oui. Et il poursuit plus loin en disant, nous devons mieux faire. Aveu d'échec. Non. De taille. Non, c'est la de l'humilité. On appelle ça de l'humilité. Amadou, la CMU a profité aux Sénégalais, 13 millions de personnes, à 178 000 personnes. C'est un début. Après combien d'années? Mais ce programme... On nous a parlé dans le Yonu Yokouté de couverture maladie de base pour tous. Oui. N'est-ce pas ça? On a. Dans le Yonu Yokouté, protection sociale, il est dit à couverture maladie universelle de base pour tous. Mais vous savez... Améliorer la couverture sociale. Est-ce que vous connaissez le Obamacare? Le Obamacare, depuis 50 ans, les États-Unis cherchent à avoir ce que nous avons. Vous avez été élus sur cette base. Oui. Et aujourd'hui, vous nous parlez de 178 000 Sénégalais
qui ont profité de 20 milliards ont été augmentés, ont été ajoutés. Le montant global... Est-ce que le monde, c'est ces 20 milliards que vous donnez à des familles à raison de 100 000 francs par famille? Pour une vous, famille... Je vais... Oui. J'ai le courage de ce que je pense. Oui. Je dis, vous donnez à une famille de 5 membres une bourse alimentaire de 100 000 francs. Vous divisez 100 000 parce que la personne, avant de percevoir sa bourse, va donner 5 000. Vous lui donnez alors 95 000. Vous divisez par 4 ou par 5. La personne reçoit... Par an, hein? Par an. La personne reçoit 50 francs par jour. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour avec? vous. Acheter pour moi, pour voilà. M. Diouf, peut-être 100 000 francs. Acheter du cash. Mais allez demander au Acheter des arachides, 50 francs par jour. Ou de Fongolemi. 50 francs par jour. 100 000 francs par an qui viennent comme ressources additionnelles. Ça aurait été mieux. S'il vous plaît. Ça aurait été mieux de soutenir des familles. Ahmed, on Et est à la fin, de soutenir des familles. de l'émission. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Ahmed. Ce que j'aimerais dire, c'est... En quelques secondes. Hein? Je vous remercie et je salue l'ensemble des Sénégalais. Je vais finir par saluer Abdoulaye Wade et demander aux Sénégalais de nous faire confiance à nouveau. Parce que diriger un pays, ce n'est pas juste une question d'homme. Vous êtes en C'est une campagne, question. là. Ah non, je dis ce que je pense. Ah oui, allez-y. Je crois que ce pays-là, le PDS... Nous, on est au travail. Vous, vous êtes déjà en campagne. Mais Vous terminez en quelques secondes, Allez-y, s'il vous allez-y. plaît. Non, Aucun Sénégalais ne voit ce que vous faites à part conceptualiser. Vous créez tous les ans un nouveau concept. C'est du vent, vous vendez de l'air. D'accord, on a compris votre Je vous remercie. M. Habib, votre dernier mot. Voilà, je vais en profiter pour lui montrer que pendant qu'il parle, nous avons réalisé, juste en 2014... On n'a pas le temps, hein, c'est la fin de l'émission. Oui. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Voilà, mon dernier mot, c'est que... Le sujet est intéressant, on ne peut pas tout éplucher. Voilà. Donc, voilà. Faites confiance à M. le Président de la République. Étant donné que le débat aujourd'hui, c'était essentiellement axé sur l'OFNAC, il tient... La déclaration de patrimoine. Oui. Précisément. Oui, la déclaration. Un point sur l'OFNAC. Faites confiance à M. le Président de la République. Je parle aux Sénégalais. Les déclarations de patrimoine ou la déclaration de patrimoine de chacun de ses collaborateurs ira chez Mme Ndou. Ça, c'est le premier, parce que c'est une conviction forte chez lui. Et il veillera à ce que cette disposition légale soit mise en œuvre. Ça, c'est un. Mais pendant ce temps, nous avons beaucoup de travail et nous sommes en train de travailler. Nous ne sommes pas encore en campagne électorale. Oui. Merci Habib Ndao. Je rappelle que vous êtes cadre de banque et membre de Macky 2012. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Oui, Ahmed Nir, vous êtes membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais et également responsable libéral à Yen. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Amadou et tous mes respects à M. Ndao et à l'ensemble des Sénégalais. Bien sûr. À vous également, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce numéro de Enjeu. Enjeu que vous retrouverez dans 15 jours pour un autre numéro. D'ici là, restez fidèles au programme d'Africa 7, la chaîne panafricaine. À bientôt.